si tu ne connais pas tes options, bah, tu n'as pas d'option. Tu suis ce qu'on te dit et tu te la fermes. Pour moi, la porte d'entrée, c'est déjà les connaissances. Tu dois avoir des connaissances pour avoir des arguments. Donc, il faut toujours vérifier après qui parle et qui paye la personne qui parle. Il faut bien faire la différence quand on parle de connaissances pour se sentir légitime entre des connaissances qui sont liées à des faits avérés au niveau médical ou des connaissances avérées sur le niveau commercial. Ça, c'est tellement compliqué ce mot. Ça doit forcément être quelque chose d'hyper technique. Je suis pas niveau. Donc, ok, je me remets à Dieu en blouse blanche. Hello Charlotte. Hello Emma. Aujourd'hui, on va parler d'un thème que je déteste. Non, je plaisante. Se sentir légitime face aux médecins. Comment avoir des arguments et comment se tenir posture face à l'autorité médicale. Sacré sujet. C'est mon sujet préféré. Ma première question, c'est pourquoi tant de femmes se sentent illégitimes face à l'autorité médicale? Alors, on pourrait en parler en général, mais là, le sujet qui nous intéresse, c'est justement pendant la grossesse. Qu'est-ce qui te fait dire que autant de femmes se sentent illégitimes, toi? Alors, premièrement, peut-être parce que c'est une part de ressenti de ma part et d'expérience de ce que j'ai pu voir autour de moi. Ouais, ok. Alors, effectivement, moi aussi, c'est un ressenti que j'ai fort. Oui, mais moi, je suis pas médecin, alors du coup, j'ose pas, je me sens pas légitime. C'est un mot qui revient beaucoup. Hein. J'ai pas fait autant d'études ou oui. j'ai pas... Et tu sais que il y a beaucoup de sages-femmes, de plus en plus, qui viennent dans le mastermind et qui parlent comme ça aussi. Alors qu'elles sont sages-femmes. Je me sens pas légitime, des fois, d'accompagner certaines mamans. Ou des professionnels qui se disent « je me sens pas légitime ». En fait, le problème de légitimité, il n'est pas forcément lié à son degré de connaissance. Quand on est professionnel, c'est vraiment lié à un état d'esprit qui est lié à l'énergie de la petite fille. C'est très lié. Maintenant, si on va prendre une overview des femmes en général qui attendent un bébé et qui se sentent pas à l'aise face à leur médecin, ça vient de plusieurs choses. Et donc, pour moi, la porte d'entrée, c'est déjà les connaissances. Okay. Tu dois avoir des connaissances pour avoir des arguments. Oui, parce que si tu n'as pas de connaissances, en face de toi, ils peuvent bien te dire c'est ça. Autre chose. Tu diras, oui. Sûrement parce que je ne sais pas. Et pourquoi? Parce qu'on parle de la santé de ton bébé. Il y a beaucoup de femmes qui s'en sortent plutôt bien avec un manque de connaissances dans leur vie en général pour leur santé parce qu'il s'agit d'elles. Et donc, elles se disent, de toute façon, au pire, ça me regarde. Oui, ça m'impacte que moi. C'est ça. Maintenant, quand il s'agit de la vie, de la survie, de la santé de son bébé, on fait moins les malines. Parce que, évidemment, qu'on peut arriver avec ses valeurs ou ses convictions perso en se disant, moi, je veux pas ça, ça m'intéresse pas. Souvent, les femmes viennent me voir parce que de base, elles sont pas des grandes fanatiques des médicaments, elles prennent pas de chimie dans leur vie. Maintenant, quand il s'agit de la santé de son bébé, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et puis pourquoi? Parce qu'on va forcément t'agiter les risques. Et malheureusement, aujourd'hui, les professionnels ne prennent pas le temps ou ne l'ont pas. Et donc, du coup, on va aller par la voie la plus rapide. On va dire, madame, vous faites ça, c'est comme ça. Alors déjà, la plupart, elles ne savent même pas ce qu'elles ont le droit de faire ou pas. Et puis, du coup, comme tu as peur, t'obéis. Et ça, c'est, on va dire, la chose la plus importante. Si j'ai peur, j'obéis. Et donc, au final, il va se passer, dans la majorité des cas, un effet toboggan. Et c'est drôle parce qu'on parlait dans un autre épisode des différentes énergies, dont l'énergie de la femme sage qui est le non négociable. Et on voit souvent en face du corps, le corps médical, en face de nous, lui, c'est non négociable, souvent. Si tu n'as pas les connaissances, c'est comme ça et pas autrement, parce que de toute façon, toi, tu sais pas. Oui. Et après, tu vois, Charlotte, ce qui va se passer, c'est que même si toi, tu as les connaissances, tu n'auras peut-être pas forcément les mêmes. Et sur quoi on se base quand on veut vraiment arriver à une posture non négociable où ça ne nous impacte pas, on a peur de absolument rien parce qu'on sait qu'on est en sécurité, notre bébé aussi. Comment on fait pour arriver à cette étape-là? Il faut avoir des connaissances ultra solides basées sur des faits et des chiffres.
pas sur des on dit. C'est pour ça que je dis toujours, vous ne me croyez pas dans le mastermind, on n'est pas une église. Donc c'est très bien, il y a des églises pour croire. Ici, on n'est pas là pour croire ou me faire confiance, il y a des sources et si vous voulez vérifier, vous vérifiez. Les chiffres, ils sont des chiffres, mais après, ce qu'on sait, c'est qu'avec des chiffres, on peut dire ce qu'on veut. Donc, il faut toujours vérifier après qui parle et qui paye la personne qui parle. Ça, c'est la base de la recherche. On remonte toute la filière. Ouais. Et ça, c'est ce que j'ai fait pendant des années, évidemment, parce que ça m'intéresse. J'ai toujours aimé aller fouiller. Et puis, comment un professionnel, lui, il va avoir ses connaissances? En général, le professionnel, lui, il va faire son cursus universitaire ou sa haute école spécialisée. Et c'est comme ça qu'il va faire, on va dire, son bagage de connaissances. Le souci dans ce système-là, c'est que ça va bien, par exemple, si tu veux être chirurgien, à un moment donné, il va falloir que tu te fasses la main, c'est de la mécanique, donc il va falloir manier un bistouri, il va falloir comprendre tous les phénomènes, déjà de l'anatomie. Bon, ça, on va se dire que jusque-là, c'est relativement objectif. Maintenant, si on va t'apprendre la pathologie, parce que le gros malentendu, c'est qu'on pense que les gynécologues obstétriciens sont formés à la physiologie de la naissance, alors qu'en fait, ils sont formés à gérer une pathologie. Alors, déjà là, il y en a beaucoup qui tombent de leur chaise parce qu'ils se disent « Ah bon, oui, mais si tu as une grossesse à risque qui est avérée, vraiment, un gros souci, on est bien d'accord que dans ce cas-là, tu vas avoir un suivi lié à une pathologie. » Maintenant, dans l'écrasante majorité des cas, les grossesses sont ce qu'on appelle à bas risque. Et on est pris en charge par des personnes qui voient la pathologie partout parce que c'est pour ça qu'elles sont formées. Tu vois, on cherche la pathologie dans un cas qui n'y en a pas. C'est logique. Donc, en fait, si tu veux, c'est comme si tu mettais deux acteurs qui n'ont rien à faire ensemble et puis il y a un malentendu du début jusqu'à la fin. Alors, c'est dommage, mais c'est ce qu'on voit beaucoup. Et les sages-femmes, elles aussi, maintenant, dans leur cursus, eh bien, elles sont de plus en plus formées avec le prisme de la pathologie qu'on voit partout. Et personne aujourd'hui n'est formé à l'effet toboggan. Dans les professionnels, dans le cursus d'études, ça n'existe pas. C'est-à-dire que personne, aujourd'hui, n'est formé à l'effet toboggan. Et c'est pour ça que je dis que les personnes que je forme sont plus experts que les experts après 10 ans d'études parce qu'ils sont capables, en 10 minutes à peine, même 5 minutes, d'écouter un récit, de dire « Ok, là, il y a un effet toboggan. Ça a amené à ça, il n'y avait aucune raison. » Oui, parce qu'on l'a questionné aussi. Oui, parce qu'on l'a questionné et puis surtout qu'on sait quels sont les vrais risques. Oui. Donc, quand tu parles de connaissances pour pouvoir assumer tes choix, il faut savoir que tes connaissances, elles ne viennent ni des bancs d'une église ou des bancs de l'université ou d'une école dans laquelle tu vas finalement placer toute ta confiance dans la personne qui parle, qui est le prof, qui remplace celui qui faisait les prêches. Et puis, tu te dis, j'ai confiance. À la base, on pourrait se dire que c'est normal. Oui. Sauf que quand tu vas aller voir derrière qui fait le programme... c'est toujours ça le souci, entre guillemets. Et qui finance les facultés, tu te rends compte qu'on est quand même sérieusement dans un souci, c'est qu'il y a des enjeux commerciaux énormes. Notamment le diabète gestationnel. Alors, je ne veux pas faire un cours là-dessus dans ce podcast, mais tu sais que dans le cours qui est à votre disposition dans le mastermind, je vous montre clairement comment on est arrivé aujourd'hui à avoir autant de femmes qui ont des diabètes gestationnels par rapport à avant. En fait, les niveaux de santé n'ont pas changé, ce sont les tabelles qui ont changé, c'est-à-dire les conditions qui font que tu rentres dans cette case ont changé. Pourquoi? Quels ont été les acteurs là-dedans? Et en fait, je dis toujours, il faut bien faire la différence quand on parle de connaissances pour se sentir légitime entre des connaissances qui sont liées à des faits avérés au niveau médical ou des connaissances avérées sur le niveau commercial. C'est deux choses différentes. Après, évidemment, moi, ça m'est complètement égal. Je suis pas là pour dire ça c'est bien, ça c'est mal, mais il faut juste savoir où tu mets les pieds pour faire un choix. Et quand la femme, elle a accès à des connaissances solides et très simples, parce que souvent, on pense qu'avoir de grosses connaissances, c'est difficile. Toi, je ne sais pas si tu trouves que c'est difficile, mais ça m'a l'air d'être relativement fluide pour vous dans le mastermind. C'est fluide et puis je pense que c'est aussi une façon d'amener le sujet et aussi une logique en fait dans les faits que une fois que tu le questionnes, tu dis oui, en fait c'est hyper logique. Oui. Et comme tu le disais, presque d'induire la pathologie parce qu'on veut absolument la chercher et aussi parce que mais on a toujours fait comme ça ou oui mais quand on parle avec des gens oui mais moi ma sœur m'a dit que elle ça s'était passé comme ça
donc forcément ça va se passer comme ça pour moi. Ben, en fait, non. Oui. C'est nous qui nous mettons aussi dans cette idée en tête que forcément, ça fait des centaines d'années, peut-être pas des centaines d'années, mais beaucoup d'années que ça se passe comme ça, donc ça va se passer comme ça. Oui, puis tu vois, il y a aussi le phénomène des repas de famille dans tout ça. Oui. Parce que, tu vois, parce qu'il y a la sœur, la cousine et compagnie, ça va entretenir cette espèce de loyauté envers la culture familiale que, non mais tu vas quand même pas commencer à faire ta forte tête. Oui. Il y a des professionnels, hein, on l'a bien vu ces dernières années. Voilà, tu vas quand même pas commencer de nouveau à te faire remarquer. Hein. Donc tu te tais, tu fais comme... Fais pas des vagues, arrête. Pourquoi tu veux pas prendre la voie la plus simple, hein? C'est souvent ça qui ressort. Alors qu'en fait, la voie la plus simple en apparence, je le dis souvent aussi aux conjoints, hein, parce que ça c'est aussi quelque chose qu'on entend de la part des maris, mais pourquoi tu veux un accouchement naturel? Là, c'est bon, là ça va. Hein. Fais ce qu'on te dit, suis le truc. Et puis, ça ira beaucoup plus facilement, tu vois. Surtout pour celles qui ont déjà eu des césariennes et qui veulent un accouchement par voie basse. Souvent, c'est oui, bon, bah, vas-y, fais la péridurale pour le deuxième. Et puis, voilà. Et en fait, la voie la plus simple qu'on nous propose, malheureusement, c'est celle la plus simple pour arriver sur l'effet toboggan. Et au final, tu te retrouves dans un discours entre la femme et le professionnel où la femme peut évidemment ne pas se sentir légitime si elle n'a pas des connaissances solides. Mais ça ne suffit pas, des connaissances, tu vois. Après, il y a la posture. Oui. Et ça, c'est mon terrain de jeu préféré. C'est vrai que, comme tu le dis, on peut avoir toutes les connaissances qu'on veut, mais si notre posture est la posture de, par exemple, la petite fille, on peut avoir les connaissances, on n'arrivera pas à s'imposer, entre guillemets, et à dire non, je veux pas ce test ou non, ça va pas se passer comme ça. Oui, alors, les tests, ça aussi, c'est toute une aventure. Il faut connaître, quand on parle de connaissances, on parle évidemment beaucoup de physiologie, mais il faut aussi connaître ses droits. Et le cadre légal, il est ultra clair sur ça. Les femmes ne savent pas quels sont les examens obligatoires dans leur pays, qu'est-ce qui n'est pas obligatoire. Puis après, il y a toute une flip aussi autour de l'après-naissance sur les rendez-vous chez le pédiatre, etc. Et puis, celles qui accouchent en structure hospitalière qui veulent rentrer chez elles, il y en a certaines à qui on fait presque des menaces. C'est-à-dire, si vous donnez pas, par exemple, certaines choses à votre bébé, vous pouvez pas rentrer chez vous. Si votre bébé reprend pas son poids de départ, vous pouvez pas rentrer chez vous. Si vous lui donnez pas des compléments de lait industriels, vous pouvez pas rentrer chez vous. Enfin, on entend des vertes et des pas mûres. Donc, dans tout ça, il faut évidemment des connaissances. Hein, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la base. Et puis ensuite, pour se sentir légitime et avoir une posture forte, il faut connaître le cadre légal. Ça, c'est la base minimale à avoir. C'est que tu connais tes droits. Sinon, comme on le disait dans l'émission Faux Départ, si tu ne connais pas tes options, tu n'as pas d'option. Oui. Tu suis ce qu'on te dit et tu te la fermes. C'est horrible, hein, mais malheureusement, la majorité, c'est comme ça qu'elles le vivent. Et c'est vrai qu'après, en plus, dans chaque pays, c'est différent, que ça soit les chiffres sur des tests qu'on peut faire ou qu'est-ce qui est obligatoire ou pas. Et alors... nous, on est au Portugal et j'avais essayé de faire des recherches sur qu'est-ce qui est obligatoire comme test ou pas à faire pendant la grossesse et tout est super vague. Oui. Tout est surtout obligatoire. Au Portugal, ils aiment bien l'interprétation des lois. Hein. Ça, c'est un dans les pays du Sud, c'est comme ça. Mais tout est obligatoire jusqu'à que ça le soit plus. Et il faut un peu danser et trouver... Regarde, je vais te donner un exemple très simple. Et là, tu vas me dire, je suis sûre que tu vas me dire, ouais, en fait, ça fait sens. Est-ce que tu as déjà entendu parler des dénis de grossesse? Oui. Bon. Est-ce qu'on peut emprisonner une femme qui apprend qu'elle est enceinte le jour de son accouchement? Non. Alors, il y a peut-être des gens qui écoutent le podcast et qui n'ont jamais entendu parler de déni de grossesse. Mais si vous avez jamais entendu parler du déni de grossesse, je vous encourage vraiment à aller regarder parce qu'il se passe des choses quand on parle du cerveau. Et des femmes qui apprennent leur grossesse le jour de leur accouchement. Souvent, c'est quand même des jeunes. Hein. Moi, j'avais une amie d'enfance qui a appris qu'elle était enceinte de son 3e bébé. Elle était presque à 6 mois. Et alors, je te dis pas, la foire, la fête, parce qu'elle s'était dit, bon, mes 2 enfants sont déjà grands. Youhou! Allez, on y va. Et elle s'était dit, tiens,
c'est quand même étrange. Je me sens un peu plus fatiguée, mais bon, voilà. Elle va faire un rendez-vous chez son médecin et il lui dit, déjà, on va faire un test de grossesse. Et elle s'est marrée. Elle dit, mais de quoi vous parlez? Il lui fait un test de grossesse qui est positif en 2 secondes. Elle sort du cabinet et son ventre grossit à vue d'œil. Mais c'est incroyable. Ouais. Ces récits de déni de grossesse, ça paraît tellement fou. Oui, c'est fou. Moi, ça me transcende ce genre de truc parce que évidemment, ça fait référence au cerveau. Et alors, dès qu'on va parler du système nerveux autonome, là, tu vois qu'il y a une intelligence qui nous habite, qui gère tout. Et la puissance du corps. Incroyable. Et le bébé qui grandit en vertical, caché limite dans le dos. Oui. Enfin bref, donc du coup, tu vois que tout l'aspect légal, et c'est là que c'est passionnant, il a forcément des zones de flou parce que jamais on va pouvoir emprisonner ou amender une femme parce que tout simplement, elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Quand je dis que la femme sage crée son propre système, c'est qu'elle a tellement de recul qu'elle voit tous ces règles, moi j'appelle ça des jeux d'humains. Okay. Tu vois, c'est comme une vision. Je prends l'exemple de l'aigle et de la poule. J'aime bien prendre ces 2 volatiles parce que c'est des volatiles. La poule, elle picore, elle est au sol. Donc quand tu picores dans le poulailler, tu as tes petites graines de maïs, tu picores et tu passes ta journée à taper le bec par terre pour manger. Quand tu es un aigle, tu voles très haut et tu as une vision d'ensemble. Donc oui, tu vois le poulailler, mais tu vois surtout là où il y a le renard. Parce que la poule, elle peut pas voir la planque du renard. Elle est bloquée sur... Et voilà, et tu vois la rivière, les points d'eau, etc. Et tu as une vision d'ensemble de tout ce qui se passe. Ça te permet de comprendre la map, la roadmap, les règles du jeu, comme tu veux l'appeler, c'est égal. La femme sage, elle est dans cette vision-là. Tu vois, l'énergie de la petite fille, comme je parle souvent, elle picore au poulailler. Ce qui veut pas dire que c'est une poule. Ça veut juste dire qu'elle a une attitude de poule. Si maintenant tu veux sortir de cette condition-là et commencer à te sentir légitime, il va falloir avoir une vision d'aigle. Et pour ça, voilà, c'est les étapes qu'on a vues tout à l'heure. Tu vois. Comment on pourrait poser des questions ou exprimer un désaccord, par exemple, face à un professionnel de santé sans se sentir coupable ou ignorante? Waouh, j'attends la question. Ça, c'est le genre de question qu'on pose en atelier, puis j'ai 2 heures pour répondre, tu vois. Je crois qu'on n'a pas le même temps, là. alors, déjà, tu m'as dit 2 choses. Tu m'as dit coupable et ignorante. C'est 2 problèmes différents. Se sentir coupable, ça, c'est lié à l'énergie de la petite fille. Parce que si tu te sens coupable de vouloir faire quelque chose, c'est pas lié à une histoire de connaissance. Si tu te sens ignorante, c'est que là, il y a un problème de connaissance, tu vois. Donc, tu vas pas pouvoir assumer ta posture si t'as pas les connaissances. Mais par contre, si tu te sens coupable alors que tu as un bagage sérieux derrière, là, on est plus dans ce que j'appelle la semaine 2. C'est, OK, maintenant, qu'est-ce qui fait que je me sens coupable? Parce que t'as pas dit pas légitime. Tu as utilisé le mot coupable. Tu te rends compte, c'est fort quand même. Par exemple, donne-moi un exemple. Coupable de quoi? On va reprendre le test du diabète gestationnel. Tu sais que toi, tu veux pas le faire parce qu'il n'y a pas lieu d'être. Et on te dit oui, mais madame, il y a peut-être des risques, et toi, tu dis non. Et peut-être plusieurs semaines plus tard, tu dis ah, mais est-ce qu'au final, j'aurais quand même pas dû le faire? Pas que tu penses que c'est intéressant, mais est-ce qu'il y a quand même pas un tout petit % de risque pour ton bébé? Alors ça, c'est lié à un manque de connaissances. Ça n'a rien à voir avec la culpabilité qui se travaille sur l'énergie de la petite fille. Là, c'est clairement un manque de connaissances. C'est-à-dire que si tu te retrouves dans cette attitude où tu dis j'ai pas fait cet examen et après je le regrette, c'est que quand t'as pas voulu faire cet examen, t'as fait ce que j'appelle le caprice. Okay. Tu vois, je suis dans l'énergie de la petite fille. Non, ça je veux pas parce que moi j'aime pas les examens, puis je trouve ça nul. C'est ça. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a quand même ce phénomène-là, avec ce côté du tout naturel. Je refuse, mais je sais même pas ce que c'est, mais de base, je veux pas. Moi, c'est pas ça mon message. C'est quand tu as les informations en main, si tu décides de ne pas faire un examen, c'est que tu sais que de faire cet examen... Qu'est-ce que ça va induire? Qu'est-ce que ça pourrait induire? Mais surtout, quelle est la probabilité qu'il soit fiable? Extrêmement faible, tu vois. Et donc, à partir du moment où tu prends une décision en disant, mais
là, vous me proposez de consommer quelque chose, parce que c'est de la consommation. Oui. Moi, je me suis renseignée sur ce que vous m'offrez là. Et ce que je sais, c'est qu'il y a un très peu pourcentage de fiabilité. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de consommer ça. Ça n'a aucun intérêt. Parce qu'en plus, si j'ai certains résultats, je sais que les pourcentages de réussite de ce que vous me proposeriez comme traitement sont aussi faibles que d'autres. Et je sais que là, ça peut me rentrer dans un effet toboggan. Donc, balance, bénéfice, risque, done. Je dis non, c'est non. Il n'y a pas de culpabilité. La seule culpabilité qu'il pourrait y avoir, c'est de savoir qu'on ne le veut pas et de le faire quand même et après de s'en vouloir parce qu'on a craqué. Ça, dans le sens, oui. Mais si tu refuses un examen, tu connais le cadre légal, tu sais que tu es dans tes droits et qu'après coup, tu dis c'est qu'il y a un manque de connaissances. Il y a un manque clairement un manque de connaissances. Et il faut, je pense, aussi être bien entouré, que la personne avec toi soit aussi dans la même vision, parce que sinon, je pense que c'est ça aussi qui peut te faire craquer. L'enfer. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Si tu es avec un compagnon, ça peut être dans l'autre sens aussi. Certaines fois, c'est l'inverse, mais c'est quand même souvent les femmes qui viennent en premier et qui nous disent « Ah, j'ai envie d'entamer un chemin vers la connaissance. » Alors là, malheureusement, il va falloir mettre les choses très au clair dans le couple parce que ça peut être un sujet limite de rupture. C'est des choses très importantes. Moi, je vois les gens qui viennent dans le mastermind sont des personnes ultra engagées. T'as vu, c'est même pour beaucoup avant même la grossesse. Donc, ça veut dire je n'ai pas envie d'arriver là avec les mains dans les poches. Je suis pas là pour ça, en fait. Je suis là pour être autonome. Oui, c'est ça. Moi, j'ai envie d'écrire quelque chose qui est cohérent avec mes valeurs de vie. Et puis, je vois pas pourquoi je ne pourrais pas avoir une expertise. Évidemment que si toi, tu es dans cette démarche-là et que ton mari, ce qui n'est pas le cas, mais que, ok, tu as un mari qui dit « Non, mais alors là, tu es en plein délire, ma pauvre chérie, on va faire tout ce qu'on nous dit. » Là, ça remet... En fait, ce que ça met en lumière, c'est pas juste ce moment-là de vie, c'est la relation. Et on l'a vu ces dernières années. Oui. Je sais pas si toi, tu as assisté à des séparations de couples. Moi, j'ai vu énormément de couples se séparer parce que un partait dans la version officielle et l'autre partait dans la version qui faisait plus sens pour la personne. Et du coup, là, ça crée un vrai clash qui est sain au final parce que je vois pas l'intérêt. Non, de continuer dans une direction qui est pas égale pour les deux. Ça met en lumière quelque chose qui va tout le temps rester. C'est-à-dire si toi, et là, je l'ai vu aussi, la façon dont la femme va vivre son accouchement. Si la femme, elle se sent abandonnée par son chéri, si elle se sent trahie, parce que le phénomène, tu vois, quand je parlais de l'épisiotomie aussi, dans un autre épisode, où des hommes assistent à des épisiotomies, en disant à la femme, sur le moment, « Ah, mais laisse-toi faire, chérie, si le médecin dit... » Parce que moi, j'ai entendu, je me souviens d'une femme que j'avais connue, et elle racontait qu'elle voulait pas, justement, elle s'était formée, elle voulait pas, elle avait fait un projet de naissance, mais comme son mari était flippé de chez flippé, puis qu'il voulait rester dans son ignorance parce qu'il n'avait pas le temps de se former, elle avait décidé avec lui d'accoucher dans une clinique privée. Et même si c'est contre-intuitif, toi, tu sais que je vous mets tout le temps en garde en disant « Attention, le secteur privé, attention !» Là, on est dans quelque chose où, logiquement, on va plus avoir une démarche commerciale et voir plus d'actes. C'est contre-intuitif aussi, mais c'est comme ça. Et donc, cette femme se retrouve en clinique. Elle ne voulait pas d'épisio. Il y avait tout son projet de naissance qui était bien clair là-dessus. Donc, une fois de plus, ça se vérifie que ça sert à rien pour faire valoir ses droits et ce qu'on veut, parce qu'on va dire, oui, mais votre bébé, il veut pas sortir. Donc, épisio. Et elle raconte, c'est horrible. C'est vraiment comme une scène de viol. L'énergie, c'est la même. Le médecin qui arrive avec le bistouri. Chérie, je veux pas. Et le chéri qui dit, écoute, laisse faire le docteur. Cette femme en a voulu à mort à son mari. Et lui, évidemment, il a assisté à une horreur parce qu'il a vu sa femme. Mais c'est la même chose que, en tout cas, des hommes que j'ai interviewés qui ont passé par là et des recherches que j'ai faites, c'est toujours ce sentiment d'impuissance. J'ai pas pu protéger ma femme, même si sur le moment, je lui dis oui, mais laisse faire, il sait mieux. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont impuissants. Oui, ils se rendent pas compte en fait de ce que ça va impacter. Oui, mais surtout qu'ils savent pas quoi faire. Ils sont pas dans l'environnement. Ils peuvent pas avoir l'attitude du mâle alpha. Comme je parle beaucoup, c'est hyper important pour l'homme, même s'il le conscientise pas. Et c'est ça qui a abouti après, malheureusement, à des hommes qui n'arrivent plus à toucher leur femme
voir qu'il se trouve une autre cocotte pour une double vie. Ça, c'est un grand classique, Charlotte. Je sais pas, c'est vrai qu'on n'a pas trop eu l'occasion d'en parler. Et dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on vous fasse un épisode sur les doubles vies. Alors, je peux vous dire, j'en connais un rayon. Hein. Alors, vraiment, là, ça pourrait être sympa si vous voulez. Moi, je vous ferai un épisode là-dessus, donc vous le dites en commentaire. Mais la façon dont l'homme va vivre ce moment-là et sa femme, ça va conditionner l'après. Et donc, du coup, ce couple, il a éclaté après. À cause de ça, tu vois, parce que elle s'est pas sentie accompagnée par son chéri là-dedans. Donc voilà, ça a révélé en fait la graine qu'il y avait, hein, quand même. Oui, c'est vraiment comme on a dit, vraiment d'une importance aussi de se sentir, au moins de sentir qu'on va un peu dans la même direction. C'est vrai que tu le dis souvent, les femmes ont plus cette énergie de départ. C'est le départ qui fait que dans le couple ça avance. Pour te dire, moi, Ricardo, au début, quand on a commencé à parler d'avoir des enfants, il me disait « Non, mais tu vas à l'hôpital, c'est plus sûr. » Et on a aussi avancé ensemble, et maintenant, c'est plus le cas, même s'il n'est pas 100% rassuré. Mais bon, ça, c'est un chemin à faire de son côté. Mais c'est vraiment d'une importance cruciale d'aller dans la même direction, comme on a dit. Et surtout, de savoir... de comprendre les étapes. De nouveau, c'est pas tout blanc ou tout noir, tu vois. Moi, je dis toujours, c'est pas, et c'est comme la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Il faut savoir justement faire la différence entre la physio et la patho. Tu vois, on peut avoir une grossesse qui se passe super, super bien. Et il y a un moment, on se dit, bon, là, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je parle beaucoup d'échanges placentaires. Ça, c'est la base en physiologie. Tu dois comprendre les échanges placentaires. On fait pas n'importe quoi. Il faut comprendre. Mais toujours, quand on parle de décision éclairée, parce qu'en France, il y a la loi Kouchner. Tout le monde connaît la loi Kouchner. C'est un peu le Graal, si tu veux, de la protection du patient. Mais en pratique, ça s'applique quasiment jamais parce que la décision éclairée, ça veut rien dire en pratique. Éclairée de quoi? Si moi je te dis, j'arrive là le jour de ton accouchement et je te dis, on vous fait le signe de synthèse ou je la fais pas, voilà, et je te dis 2-3 trucs, c'est pas là que tu vas pouvoir prendre une décision éclairée. Non, c'est pas du tout, tu vois? Et puis surtout, il faudrait vraiment aussi avoir des bonnes informations en main, ce qui n'est pas du tout le cas. De nouveau, pas de temps dans les structures, pas d'informations fiables et solides parce que ça vient de je ne sais pas où. Moi, je l'ai vérifié, tu vois, je te donne juste un exemple par rapport à l'injection de Refilac. Pour celles qui ne savent pas, le Refilac, donc c'est résus négatif. J'ai un bébé d'un père résus positif, il va se poser la question de ce qu'on appelle l'alloimmunisation fœto-maternelle. Bref, c'est un long mot pour dire que tu peux te retrouver à créer des anticorps contre ton bébé. Je la fais simple. Si il est résus positif. Dans ce domaine-là, je crois qu'au niveau de l'ignorance, on a atteint des sommets. C'est les JO du dogme. Et j'avais interviewé le grand Ponte Genevois, chez qui mon gynéco de l'époque m'avait référé en me disant écoutez, Madame Cruzy, vous me saoulez avec vos questions. Moi, je lui posais des questions, mais je connaissais les réponses. Je voulais juste tester son niveau de connaissance. Ça m'a halluciné de voir à quel point il racontait n'importe quoi. Donc, je me suis retrouvée face à ce grand Ponte. J'ai un rendez-vous avec lui et je commence à dérouler mes questions. Et ce monsieur, au bout d'un moment, me dit, écoutez, vous me demandez des sources, je ne les ai pas. Et je lui dis, mais tout ce que vous me dites, vous les sortez d'où? Il me dit, à l'époque, quand j'étais en fac. Et donc, lui, il était déjà... Oui, il avait 70 ans, il est professeur encore. Tu sais, des fois, il y en a qui veulent plus partir. Oui. Bon, très bien, il était très gentil, il n'y avait aucun souci, c'était quelqu'un de très gentil et très charmant. Le problème, c'est que là, j'étais pas pour prendre le thé. Je voulais avoir des études pour mettre dans mes classeurs. Oui. Il ne les a jamais données. Et je lui dis, mais en fait, du coup, vous me demandez de vous croire. Parce que moi, quand je vous pose ces questions, voilà ce que j'ai sous les yeux comme chiffres. Et il m'a dit, voilà, parce que moi, je lui posais les questions sur l'intérêt de faire la prophylaxie pendant la grossesse, c'est-à-dire de ne pas attendre que bébé naisse, de ne pas faire d'autres tests de dépistage pour voir si vraiment c'est nécessaire. Et aujourd'hui, il y a une espèce de roulement en protocole, les femmes résus négatifs, allez hop, tout le monde. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des centaines de milliers de femmes chaque année en France qui sont résus négatives, qui se font injecter des choses, elles ne savent absolument pas ce qu'il y a dedans. Moi, j'ai une vague idée quand même, ça fait un peu froid dans le dos, sous aucune raison, parce qu'il n'y a déjà aucune raison qu'elles aient ça à ce moment-là. Donc, il y a plein d'étapes dans ce parcours-là qui font que les gens n'ont pas d'informations pour prendre une décision éclairée. Et alors, on pourrait faire un épisode si ça intéresse sur ce sujet, parce que
moi, vu que je le suis, ça m'intéresse beaucoup. Et c'est aussi quelque chose, en fait, on n'est pas du tout au courant. Que Rhésus négatif, si ton partenaire est Rhésus positif, ça peut faire quelque chose, en fait. Oui, je savais pas que tu étais Rhésus négatif. Oui. Ah, tu fais partie des 15% de la population. Ouais. T'es quel groupe sanguin? A négatif. A négatif, ok. Et ton chéri est positif? Oui. Ah. Ok, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de fausses croyances. Et il y a même des femmes malheureuses, les pauvres, elles pensent qu'elles mettent en danger leur bébé, tu vois, qui est dans leur ventre. En réalité, c'est pas pour cette grossesse-là que ça peut se jouer, ça serait pour une grossesse d'après. Donc déjà, il y a plein de questions qu'on ne pose pas aux femmes. Mais oui, moi, je fais volontiers un épisode sur le sujet. Bon, on en parle beaucoup dans le mastermind, il y a vraiment un cours là-dessus, mais c'est vrai que toutes ces choses-là, souvent on pense que c'est rébarbatif, tu vois, on dit, oh là, c'est saoulant. Bon, moi, je trouve ça passionnant. Oui. Ce que je trouve fun, c'est justement de rendre ça ludique aussi, tu vois. Oui, plus simple à comprendre aussi, parce que je pense bien que quand tu vas chez ton médecin puis que tu essayes de parler de ça, il commence à te sortir des termes que tu comprends pas forcément. Oui. Bah, pour t'embrouiller, puis comme ça, oui, non, mais restez voir à votre place. Oui. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Ben, écoute, merci de le soulever, Charlotte. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué. Plus les personnes sont expertes et on va dire, ont géré leur ego, et plus elles sont capables de t'expliquer des choses simplement, tu vois. Et faut se méfier des mots qui ont l'air compliqués. Souvent, il y a des personnes, elles te sortent des phrases. En fait, ça veut rien dire. Mais tu as l'impression qu'elles sont super intelligentes parce qu'elles ont utilisé des mots que tu dis, ça, c'est tellement compliqué ce mot. Je le comprends pas, ça doit être quelque chose d'important. Ça doit forcément être quelque chose d'hyper technique. Je suis pas niveau. Donc, je sais moins. Donc, ok, bah, je me remets à Dieu en blouse blanche et je la boucle, tu vois, c'est vraiment ça. Donc, forcément que ça va travailler sa posture. Il y a aussi un petit truc, tu vois, face à l'autorité extérieure, que ce soit médicale ou autre. Moi, je dis toujours, là où tu peux déjà commencer à travailler un peu, c'est que quand on te pose une question, réponds pas à la question. Demande des précisions. Parce que souvent, une personne, on va lui poser une question et elle va s'empresser de répondre parce qu'elle a été dressée comme ça. On nous a appris à faire ça. C'est du dressage. Moi, j'aime bien utiliser ce mot parce que ça choque. Genre, mais comment tu dis du dressage? Mais si, c'est du dressage. Comme tu vois, on t'apprend petit à petit. Si je te pose une question à l'école et que je suis ta prof, et que toi, tu me réponds en me posant une question pour que ce soit plus clair, on va te mettre une mauvaise note de comportement parce qu'on va dire que tu es... Oui, sous cloche de politesse, tu dois répondre parce qu'on t'a posé une question. C'est ça, parce que tu es provocante, impertinente, etc. Alors qu'en fait, tu demandes juste plus de clarté. Et souvent, les questions sont pas claires. Tu sais à quel point c'est important de formuler ces questions. Donc, déjà, la première chose, s'entraîner, moi je conseille vraiment ça, à répondre par une question pour être bien sûr d'avoir compris. Pour soi. Et ensuite, on regarde comment ça réagit en face. Voilà. Ça, c'est déjà une étape facile à mettre en place et puis à observer ce que ça fait surtout dans son corps. Bon, bah écoute, Charlotte, tu m'as posé plein de questions. Je pense que là, il y a de quoi probablement même le réécouter en partie. Si vous pensez que ça peut être utile aussi à une personne dans votre entourage, moi, je vous propose de taguer une amie ou plusieurs personnes en commentaire et de partager cette vidéo parce que c'est vrai que c'est un des points fondamentaux. Comment on se positionne face à son médecin, face à son gynécologue, etc. Partagez cette vidéo, en tout cas, si vous pensez que ça peut être utile. Et puis nous, on se retrouve dans le prochain épisode, Charlotte, pour nouvelles aventures. À bientôt. Bye. Bye.